Globalement, si vous êtes solopreneur, si vous êtes seul, votre santé ne tiendra pas au-delà de quelques années. À un moment donné, vous devrez vous entourer. Ce qui aurait tout changé pour moi quand j'ai lancé mon business, ça aurait été d'avoir quelqu'un de plus expérimenté que moi pour me dire quoi faire. Bienvenue sur ma chaîne où je vous partage toutes mes erreurs du passé sans filtre, mais aussi mes stratégies éprouvées pour transformer votre parcours de solopreneur épuisé en celui d'un entrepreneur épanoui. Prêt à embarquer, décollage immédiat. Allez, go, c'est parti, 10 conseils que j'aurais aimé recevoir. Alors évidemment, c'est très personnel, mais je pense que vous allez quand même en tirer des enseignements pour vous. Le premier conseil, c'est celui d'entreprendre avec des ressources financières personnelles suffisantes. Voilà. Essayez d'entreprendre avec des ressources financières personnelles suffisantes. Aujourd'hui, alors bon, j'ai pas les derniers chiffres au moment où je tourne le podcast, mais en 2022 en tout cas, ma structure Awitech a réalisé un chiffre d'affaires de 730 091 euros avec une marge confortable. Donc nous ne sommes plus très loin de la barre fatidique du million d'euros annuel de chiffre d'affaires, mais évidemment, il n'en a pas toujours été ainsi. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'avais prévu au départ comme trajectoire, ça ne s'est pas du tout réalisé les premières années. D'accord? Donc potentiellement que dans votre business plan, vous avez imaginé des choses et je peux déjà vous dire que je souhaite de tout mon cœur que ça se réalise. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça ne s'est pas réalisé et je pense que souvent, on se plante dans ces estimations parce qu'il y a des aléas qui font qu'on n'arrive pas à délivrer comme on avait imaginé. En fait, la vérité pour moi, puisque je vais vous dire dans ce podcast exactement les chiffres, les détails, les outils, etc., je vais être en toute transparence. Moi, les 2 premières années de mon entreprise, je n'aurais pas pu me payer un salaire. Et je vais y revenir. Mais heureusement que finalement, j'avais pu négocier une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir pendant 2 ans des indemnités de Pôle emploi pour vivre. Ce n'est qu'à la 3e année que le résultat de l'entreprise a été de 72 223 euros, donc le bénéfice, ce qui m'aurait permis de me dégager, si j'avais utilisé cela, un salaire à peu près d'environ 2500 euros net par mois. En réalité, en fait, je me suis versé un salaire qu'au début de la 4e année, un salaire à peu près de 3000 euros net par mois, qui a augmenté au fur et à mesure que l'entreprise a grandi. Et pourquoi j'ai commencé à me payer en 2019? C'est la date, effectivement, à laquelle se sont arrêtées mes indemnités Pôle emploi. Donc, en fait, le premier conseil, c'est ça. Ne croyez pas que votre entreprise va tout de suite performer. Vous allez voir que, en fait, pour réussir à payer un salaire, il faut une trésorerie importante. Moi, à titre personnel, j'aurais pu décider que je faisais un prêt, par exemple, mais voilà. Moi, je suis fils de fonctionnaire, mes 2 parents sont des anciens enseignants et je ne viens pas du tout d'une culture de l'entrepreneuriat. Donc, c'était très important pour moi d'être en sécurité, même dans l'entrepreneuriat. C'est comme si Pôle emploi avait été finalement une subvention grâce à ce salaire que j'ai reçu, enfin une quote-part de mon salaire que j'ai reçu pendant les 2 ans. Et c'était intéressant aussi pour moi, la rupture conventionnelle, parce que c'était un cap que je me suis fixé. Je m'étais dit, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, que je voudrais pouvoir, à la fin de cette période des 2 ans, me payer un salaire qui serait au moins l'équivalent des 80% de ce que je percevais durant le salariat. Euh, Autre point, c'est que moi, la création de ma structure coïncide à l'époque où j'ai su que je deviendrais papa, du coup, au bout de quelques mois. Et le fait d'avoir cette sécurité financière grâce au chômage, ça m'a permis de me tranquilliser l'esprit aussi par rapport à la nouvelle responsabilité financière qui allait arriver d'être parent. Alors, on n'est pas tous faits du même bois. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez plus l'aspect entrepreneurial, plus l'aspect du défi. Mais moi, en tout cas, c'est un enseignement que je voulais partager. Ça ne se passe pas forcément comme on a prévu. Il y a des aléas. Donc, prévoyez soit grâce à votre épargne ou soit par d'autres moyens. Donc, moi, ça a été le chômage et les indemnités Pôle emploi, de pouvoir, en tout cas, subvenir à vos besoins si, dans les premières années, votre entreprise n'arrive pas à dégager les revenus suffisants.
Deuxième point, si vous n'avez plus d'énergie pour votre projet, prenez le temps de souffler pour vous retrouver. Je vais vous faire une confidence. Quand moi, j'ai décidé de me lancer, en fait, je me suis lancé sur un side business. J'avais, en fait, ce side business quand j'étais salarié chez Orange. Et donc, ce side business, c'est une application qui existe encore, qui aide les entrepreneurs à organiser leur temps plus facilement parce que les gens peuvent réserver des créneaux. C'est un peu l'équivalent d'un Doodle ou un Calendly. C'est un peu moins connu, mais ça performe super bien. C'est Vyte.in, V-Y-T-E.in. Et en fait, moi, quand je me suis lancé, j'avais prévu d'être sur ce projet. Et puis, en fait, à un moment donné, j'étais complètement épuisé sur ce projet. J'avais plus confiance. On était à l'époque incubé par The Family, qui est un incubateur qui a disparu depuis. Et on avait énormément de pression pour délivrer des résultats. Et honnêtement, j'étais pratiquement au bord du burn-out par rapport à cela. Je ne sentais plus que j'avais les moyens. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que j'ai commencé vraiment à douter de moi-même. Et c'est vraiment avec l'aide de ma femme que j'ai pu prendre du recul pour me dire, OK, il y a eu un échec, en tout cas en ce qui me concerne, parce que l'application et le projet existent encore aujourd'hui, mais il y a eu un échec en ce qui me concerne. Il n'y avait plus d'affinité entre ce projet et moi-même. Mais ça me remettait aucunement le fait que j'avais envie d'entreprendre et ça remettait en cause aucunement mes compétences. C'est sûr que c'est une énorme baffe. Effectivement, moi, j'étais cadre à responsabilité. J'ai fait HEC Paris, j'ai eu une carrière rapide à l'international. L'échec n'est pas facile à accepter à ce moment-là. Et moi, c'est un conseil que je peux vous donner. Potentiellement, vous aurez à pivoter ou revoir vos plans. Ça va peut-être pas se passer comme vous le voulez, mais prenez le temps de souffler, prenez le temps pour finalement reconsidérer les choses et pour accepter qu'on peut avoir un mauvais départ et que ça ne remet aucunement en cause vos capacités. Et si vraiment vous êtes fait pour créer, vous allez retrouver les ressources suffisantes pour un nouveau départ. Le corollaire de ça, c'est le troisième point, c'est que c'est normal de tâtonner. Donc, il faut tâtonner au départ. Il faut accepter de tâtonner tout en étant à l'écoute de l'opportunité qui va tout faire péter, qui va vous faire décoller. Moi, comme je disais au départ, le plan, c'était Vyte. Sauf que ce projet d'entreprise, au bout d'un moment, j'étais cramé. Le projet ne me motivait plus. Aujourd'hui, je sais qu'un projet d'entreprise doit vous intéresser pour 10 ans et plus. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'Awitech est créé. J'ai encore l'énergie et je n'ai même pas vu ces 7 ans passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, au départ, vous allez tâtonner. Vous aurez peut-être un plan de départ, mais vous allez faire votre ikigai. Vous savez, qu'est-ce que j'aime faire, pourquoi je suis doué, où est-ce qu'il y a de la demande, où est-ce qu'il y a des opportunités. Moi, au départ, grâce à Vyte, j'avais été en contact avec des partenaires de Google sur les solutions collaboratives, notamment pour les collectivités, les associations et les écoles. J'ai cherché un petit peu par là à vendre des services. Je suis devenu coach aussi, notamment dans un incubateur pour des femmes entrepreneurs. J'ai tâtonné. Et puis, en juin 2016, un ami me contacte. À l'époque, je vivais pratiquement à l'hôpital, puisque en fait, ma femme avait une grossesse un petit peu compliquée. Et donc, j'étais à côté d'elle tous les jours. Et il me demande de le remplacer pour une formation sur les réseaux sociaux. J'hésite un moment, et puis finalement, j'en discute avec ma femme, et hop, j'y vais. Et ça a été la révélation. Ça s'est très, 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 très bien passé. Et en fait, j'ai découvert que mon ikigai, entre guillemets, que j'adore transmettre, j'adore avoir de l'impact sur des entrepreneurs. Et en l'occurrence, là, c'était sur un impact sur le marketing digital pour ces entreprises pour qu'elles puissent avancer. En l'occurrence, c'était pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Et en gros, à partir de ce moment-là, ça a été une évidence pour moi que c'est ce que je voulais faire et j'ai pivoté et Awitech est devenu à ce moment-là un organisme de formation. D'accord? Donc, j'ai été suffisamment, j'avais les chakras suffisamment ouverts pour à un moment détecter l'opportunité et savoir que ça allait être cela et du coup potentiellement renoncer à d'autres choses. Et c'est le quatrième point. Focalisez-vous sur ce qui fonctionne.
développer ce qui fonctionne et arrêter ce qui ne fonctionne pas. À partir du moment où j'ai trouvé que c'était vraiment ça qui m'animait, la formation, notamment dans le digital, et pour des entrepreneurs, pour des porteurs de projets, ça a été mon focus. D'un client, qui est la Chambre des métiers de l'artisanat, pour un module, finalement, en discutant avec les artisans, j'ai compris quelles étaient leurs problématiques et j'ai développé un programme. Vous voyez, d'un module, j'ai développé un programme d'abord de 25 heures, puis de 100 heures. D'une première formation vendue à 850 € à l'époque, en 2016, ce client, en termes de formation, pesait pour mon entreprise près de 70 000 € en 2018. Donc, en fait, j'ai vraiment foncé, je me suis vraiment attardé pour comprendre quels étaient les problèmes de ces entrepreneurs, de ces artisans, pour délivrer en fait un produit qui était exceptionnel, qui répondait exactement à leurs besoins. De ce client, la Chambre des métiers de l'artisanat, je me suis demandé quels pourraient être les clients similaires. Et donc, je suis allé voir des clients similaires, comme la Chambre de commerce et d'industrie, comme la Chambre d'agriculture, pour proposer des programmes, les adapter par rapport aux problématiques des chefs d'entreprise de ces structures, enfin qui dépendent de ces structures, mais toujours avec la même idée, globalement, d'essayer de se focaliser sur là où j'avais du talent, là où il y avait de la demande, pour finalement faire grossir le chiffre d'affaires. Et ça a fonctionné, cette méthode, puisque le chiffre d'affaires d'Awitech a été multiplié par 2 chaque année depuis sa création. Voilà, donc c'est avec cette méthode de focus et d'élargissement, de développement que j'ai pu du coup développer la structure. Ce qui n'est pas finalement, c'est assez contre-intuitif, mais vous le savez, c'est finalement en se spécialisant, en devenant une évidence en fait pour le marché, pour cette offre-là, je suis devenu finalement un réflexe dans les Antilles-Guyane. Et donc, j'ai réfléchi à qui d'autre va être intéressé par ce produit. Et petit à petit, globalement, j'ai élargi ma clientèle. Ce qui est intéressant aussi, et l'enseignement qu'on peut retenir, c'est qu'il faut de l'humilité. En gros, on peut avoir un ego mal placé en se disant tiens, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va potentiellement s'entêter à développer quelque chose pour lequel il n'y a pas de demande, pour lequel vous ne trouvez pas de clients. Là, il faut prendre le recul et se dire finalement, j'ai quand même ce talent, ça m'anime, il y a de la demande dessus, du coup, je me focus. Alors, il y a un conseil, et c'est le 5e, c'est attention quand même à ne pas devenir dépendant d'un seul client. Finalement, dans cette stratégie que j'ai mise en place, j'ai été tellement focus sur ce client, la Chambre des métiers de l'artisanat, pour développer, juste en 2018, que finalement, c'est devenu quasiment mon seul client. Et en 2018, quand je finis avec un chiffre d'affaires de 100 000 €, je suis retourné dans mes papiers et je me rends compte qu'aujourd'hui, la Chambre des métiers de l'artisanat pesait pour 70% de mon chiffre d'affaires. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'en 2019, coupe budgétaire, la Chambre des métiers de l'artisanat n'a plus les moyens et donc, du coup, ces 70 000 € s'évaporent. Donc, tel le phénix, je vais réussir à rebondir. Mais c'est l'enseignement quand même, c'est développer, créer de l'intimité avec un client pour finalement lui offrir ce dont il a besoin, mais gardez quand même en tête que potentiellement un jour, pour des raisons internes ou externes, vous allez peut-être perdre ce client. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous soyez capable de rebondir. C'est très important. Le 6e point, c'est parler à vos concurrents, même si certains ne souhaitent pas vous parler. En fait, comme vous l'avez compris, j'ai débuté dans le business de la formation un peu par hasard par rapport à cet ami qui m'appelle et qui me propose cette formation. Et du coup, je n'y connaissais rien. Donc évidemment, j'ai essayé de me former, mais globalement, ceux qui peuvent vous apprendre le plus sur un secteur, sur un marché, sur des opportunités, sur les champs d'activité de votre business, ce sont vos concurrents. Et moi, au départ, quand j'ai switché sur la formation, j'ai essayé de contacter sur LinkedIn des concurrents et peu m'ont répondu. Je veux dire, pratiquement la totalité des personnes que j'ai contactées ne m'ont pas répondu, potentiellement parce qu'ils voyaient une menace, parce que j'ai affiché clairement que je voulais me lancer dans la formation, etc. Je pense que mon échec, ça a été d'arrêter de parler à des concurrents. Même si vous ne pouvez pas parler à des concurrents sur votre territoire, ou enfin, en tout cas, même si vous essayez qu'ils ne vous répondent pas,
Aujourd'hui, avec LinkedIn, vous pouvez parler à des personnes qui sont sur d'autres marchés que le vôtre et c'est très important. Moi, finalement, j'ai réussi à créer des relations très fortes avec des concurrents qui sont sur le territoire et qui étaient plus avancés que moi, qui sont toujours plus avancés que moi. Et ça a été vraiment très important parce qu'ils m'ont permis en fait de comprendre vraiment le métier. Je montre deux aspects. En 2018, au moment où je perds la Chambre des métiers de l'artisanat, on passe en 2019, ben, je bascule sur ce qu'on appelle le financement des OPCA, des OPCO. À l'époque, ça s'appelait OPCALIA, ça s'appelle ACTO maintenant. Donc, c'est globalement ce qui finance la formation pour les salariés, notamment les entreprises de moins de 50 salariés. Mais si j'avais eu connaissance de ce financement avant, eh ben, globalement, j'aurais pu diversifier le chiffre d'affaires d'Awitech, donc ma structure, beaucoup plus tôt. Et en fait, ce financement dont je parle, le financement OPCO, pour nous, à Awitech, il n'a duré qu'une seule année parce qu'il y a eu une réforme qui a enlevé tout le pouvoir financier des OPCO. Et donc, finalement, en 2020, j'ai dû encore me réinventer pour survivre et être encore là aujourd'hui. Alors que en 2020, finalement, en parlant à un concurrent qui est devenu assez proche, on échange beaucoup de pratiques, ben, c'est lui qui m'a aidé à comprendre comment fonctionnait le financement Pôle emploi et qui a été vraiment un tournant pour Awitech en 2020. Donc l'intérêt, c'est que vos concurrents vont pouvoir vous permettre de comprendre les champs d'activité. Ceux qui sont sur votre territoire, s'ils sont plus avancés que vous et qu'ils ont s'ils ont énormément de demandes, potentiellement, ça va devenir des partenaires parce qu'ils vont pouvoir faire appel à vous s'ils sont confiants par rapport à la qualité et par rapport à ce que vous allez délivrer et ils vont vous transmettre du business. Donc, c'est assez contre-intuitif, mais être proche de ses concurrents, c'est quelque chose qui peut être assez bon en termes de business. Pour les concurrents qui ne sont pas sur votre territoire, eux, ils sont assez transparents et ça peut vous permettre d'identifier des opportunités sur votre marché, des choses qui sont faites ailleurs, qui ne sont pas encore faites là où vous êtes présent. Le 7e enseignement, quand j'ai essayé de me creuser la tête, parce qu'il y en a beaucoup, mais je voulais en vous donner 10, c'est globalement, si vous êtes solopreneur, si vous êtes seul, votre santé ne tiendra pas au-delà de quelques années. À un moment donné, vous devrez vous entourer. Alors, c'est ce que je pense. Peut-être que vous me montrerez que ce n'est pas vrai, mais moi, à la fin de 2019, j'étais encore solopreneur et j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 251 127 € cette année-là. C'était la 4e année de ma structure, puisque je l'avais lancée, comme je l'ai dit, en 2016. Mais cette année-là, un jour où je devais partir, comme tous les jours, dispenser une formation chez un client, je me suis retrouvé cloué dans mon lit. Impossible de me lever. En fait, mon corps avait dit stop. Le rythme que je m'imposais était trop soutenu, était devenu insoutenable. Et donc, le corps a dit stop, stop, stop. Donc, j'ai dû annuler tous les rendez-vous que j'avais ce jour-là, essayer de me traîner chez l'ostéo pour qu'il essaye de me réparer. Mais ça a été un choc pour moi ce jour-là et je voulais vraiment partager ça. C'est que ce jour-là, j'ai vraiment compris que je n'étais pas encore réellement un chef d'entreprise. Je veux pas être, ça peut paraître un peu provocateur ce que je dis, mais en fait, j'étais un salarié qui n'est payé que s'il va au travail. Globalement, je me suis rendu compte que si j'avais des soucis de santé, aucun chiffre d'affaires ne rentrait dans l'entreprise, que tout reposait sur moi et que je ne pouvais avoir aucune défaillance. Et c'est vrai qu'à partir de 2020, j'ai complètement revu l'organisation de mon entreprise avec l'essor de la demande des formations, notamment pour les demandeurs d'emploi. J'ai créé un programme spécialisé pour les demandeurs d'emploi dans le marketing digital. Et là, pour la première fois, je me suis entouré de formateurs prestataires externes. J'ai réalisé mon premier recrutement, donc une apprentie qui ensuite a été recrutée en CDI l'année suivante. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment d'avoir, et c'est ce que je vais partager tout au long de ce podcast, de ces podcasts avec vous, un équilibre retrouvé entre ma vie professionnelle qui est ambitieuse et ma vie personnelle, grâce aussi à une culture d'entreprise, à une équipe que j'ai pu construire, qui est toute petite, mais qui me permet aujourd'hui vraiment de pouvoir me libérer l'esprit et me libérer du temps. Petite page de pub, si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on y retourne. L'enseignement de ça, c'est que pour vous qui vous lancez ou qui voulez vous lancer, moi, l'enseignement, c'est
si la taille potentielle de votre business, au maximum, si le maximum de potentiel de votre business, au maximum de son développement, ne peut générer qu'un emploi, c'est-à-dire le vôtre, ben vous avez un problème. Parce que le jour où vous avez une défaillance en termes de santé, ben, l'entreprise, elle ne tourne plus, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est très important de partir sur un business où, au départ, effectivement, vous allez pouvoir commencer seul, mais où, avec le développement et avec le développement de la marge, vous allez être capable de vous entourer. Voilà, donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est fondamental, et j'y reviendrai souvent dans ce podcast. 8e point, gérez votre entreprise comme si vous aviez déjà des collaborateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je suis très content de partager ce conseil avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous faire gagner énormément de temps. Toute l'organisation que vous pensez, que vous soyez sur Google Workspace, que vous soyez sur Notion, que vous soyez sur n'importe quel outil, pensez votre organisation dès le premier jour, comme si demain, vous aurez des partenaires, des collaborateurs, des prestataires. C'est très, très important. Donc là, dans la structuration de vos dossiers, dans la structuration de vos documents, dans tout, c'est très important. Je ne dis pas que ça va arriver. Moi, je pense que c'est salvateur. Je pense qu'on peut vraiment être un entrepreneur libre avec un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle que si on est entouré. C'est ce que je vous disais à l'instant. J'espère que ça va vous arriver. Mais du coup, pour que quand ce moment va arriver, vous allez être en panique si vous n'avez pas anticipé. Donc, dès le premier jour, commencez à vous organiser. Dès le premier jour, commencez à documenter ce que vous faites. Ce sera beaucoup plus facile de déléguer ensuite quand vous allez grossir, que vous allez commencer à vous entourer. 9e point, et ça, j'en ai fait les frais récemment. Donc, on commence à arriver parce que j'ai fait un petit peu un parcours chronologique, on commence à arriver dans l'histoire récente. Mon 9e conseil, c'est de recruter en priorité sur ce que vous maîtrisez et ce que vous pouvez déléguer. Globalement, ce qui est en tension chez vous. Il y a quelque chose que j'ai très bien réussi et quelque chose que j'ai raté. Mon premier recrutement, Eloya, j'ai vraiment bien réussi ce recrutement. Je l'avais identifié, Eloya, je l'avais rencontrée. Elle était dans une autre entreprise et j'ai beaucoup aimé son savoir-être quand on a commencé à échanger. Je savais qu'elle allait finir à un moment donné dans cette entreprise. Et dès cette période, alors qu'elle était encore dans cette entreprise précédente, on a commencé à se voir. Je lui ai présenté la culture d'entreprise. J'ai commencé à lui présenter un petit peu comment je fonctionnais, où je la verrais le jour où elle viendrait. J'ai commencé à tout documenter, etc. Et finalement, quand elle est arrivée, elle a pris une partie qui était en tension, donc tout ce qui était l'orientation client, tout ce qui était l'administratif, tout ce qui était le financier, qui était en tension chez moi, mais que je maîtrisais parfaitement. Tout était documenté, elle m'a soulagé et elle a permis que finalement, j'ai du temps qui soit libéré pour toute la partie stratégique et pour toute la partie organisation pour faire encore grossir mon entreprise, pas de façon exacerbée, mais pour finalement réussir à me générer un salaire confortable et générer un salaire avec de la croissance potentielle pour les gens qui allaient rejoindre l'entreprise. Et puis, il y a l'autre histoire. Alors, l'autre histoire, moi, j'adore lire les bouquins. J'avais lu un bouquin qui est absolument incroyable que je vous conseille, qui s'appelle This is Marketing. Donc, ça, c'est le marketing de Seth Godin, qui est un gourou du marketing. Et dans une partie du bouquin, il y avait toute une partie sur la culture d'entreprise, etc. Moi, à l'époque où je lis ce bouquin, c'est pas encore mis en place dans mon entreprise. J'ai jamais fait ce job un petit peu de faire vivre la culture d'entreprise. Je savais pas vraiment ce que moi j'attendais. Puis je recrute une personne et je lui dis qu'elle sera responsable de la culture d'entreprise. Erreur magistrale. Premièrement, ce métier n'était pas en tension, donc il n'y avait pas vraiment de problématique. Et je pense que quand on est une petite entreprise, il faut recruter que sur des métiers en tension, là où vous avez besoin de souffler, de vous libérer du temps pour grandir et grossir. Deuxièmement, je ne savais pas ce que je voulais, donc j'étais incapable de manager, de guider cette personne. Voilà. Et la conséquence de ça, et c'est toujours très douloureux, c'est que j'ai dû me séparer de cette personne au bout de 5 jours. Et c'est vraiment une épreuve pour cette personne, mais aussi pour moi. Et j'aimerais vous éviter cette erreur. Donc, vraiment, gardez ce conseil en tête. Recrutez en priorité sur des choses que vous maîtrisez, que vous avez vous-même expérimentées et des choses que vous devez déléguer pour vous libérer du temps.
Et puis je vais finir avec un dernier conseil qui est un petit peu la synthèse de ce qu'on vient de voir. C'est du coup ne recruter que si tout est prêt pour accueillir parfaitement vos nouveaux collaborateurs. Ce que j'entends par tout est prêt, ça veut dire que quand le collaborateur va arriver, que vous n'aurez pas forcément besoin de passer tout le temps à côté de lui pour lui montrer son métier, que vous aurez en amont documenté tout ce qu'il doit faire, écrit tous les process, toutes les procédures. Ça ne veut pas dire qu'on fait disparaître la créativité, mais une entreprise, c'est la vôtre, c'est votre empreinte, et c'est très important qu'une personne qui arrive comprenne que globalement, tout a été structuré, tout a été pensé sur sa fiche de poste, sur ses missions, sur comment on fait les choses. Donc, je partagerai dans ce podcast un certain nombre d'outils et de procédures que moi-même j'ai mises en place pour que finalement, quand j'accueille un collaborateur, que tout soit en place pour que globalement, j'ai à passer avec lui une demi-journée où je suis complètement avec lui pour lui expliquer la vision, mais que finalement, pour la prise en main du poste, sur tous les aspects, tout soit déjà là. L'erreur que j'ai faite moi, et c'était là récemment, c'est que, vous savez, il y a eu des opportunités avec l'apprentissage qui étaient complètement ou pratiquement financées avec des subventions. Et donc, j'en ai profité pour, du coup, embarquer 3 apprentis. Mais une fois qu'ils ont embarqué, je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment préparé leur arrivée. Et c'est très frustrant d'avoir des personnes qui sont là, où vous savez que vous devez développer la partie stratégique, la partie organisationnelle, et vous devez revenir sur des micro-détails parce que vous n'avez pas anticipé ça avant. Et ça, c'est vraiment très inconfortable. C'est un manque de respect potentiellement pour ceux qui ont embarqué. Et pour vous, c'est du défocus permanent parce que vous revenez sur des micro-tâches alors que globalement, vous êtes arrivé à un stade où vous devez en fait être vraiment le capitaine du business. Et ça, c'est très, très compliqué. Donc, moi, avec le recul, je sais que je vais éviter cela et que même si un jour j'ai une opportunité d'avoir un poste, je ne vais le faire que si j'ai réellement un besoin sur un métier en tension où j'ai vraiment tout documenté pour que l'accueil de la personne se fasse du mieux possible et qu'elle s'éclate. Voilà. Donc, c'est vraiment très important.